Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et d'être en compagnie de ces deux illustres invités. Je voudrais, pour commencer cette table ronde, je voudrais revenir sur l'intitulé de cette Nuit des idées, qui n'est pas du tout anodin, être vivant. Pourquoi être vivant, ce n'est pas anodin comme formule? C'est une formule qui reconnaît dans sa structure même qu'il n'y a pas la nature d'un côté et les humains, ce qu'on aurait même appelé il y a quelque temps les hommes, de l'autre. Que le terme de nature n'est peut-être pas là d'où il faut partir pour penser les choses. En effet, la nature, c'est une idée très bizarre, très étrange, très singulière à notre ère culturelle occidentale. C'est un mot et ainsi une répartition du monde qui n'existe pas en dehors de la modernité occidentale. Et pour comprendre mieux ce que c'est l'étrangeté quand même de cette notion de nature, j'aimerais raconter très brièvement, je vous rassure, une fable qui a été écrite par le philosophe Baptiste Morisot. La voici. Imaginez cette fable. Une espèce fait sécession. Elle déclare que les 10 millions d'autres espèces de la Terre, ses parentes, sont de la nature. À savoir, non pas des êtres mais des choses, non pas des acteurs mais le décor, des ressources à portée de main. Une espèce d'un côté, nous, 10 millions de l'autre, et pourtant une seule famille, un seul monde. Cette fiction est notre héritage, sa violence a contribué au bouleversement écologique. C'est pourquoi nous avons une bataille culturelle à mener quant à l'importance à restituer aux vivants. Cette bataille culturelle, on va commencer à la mener dès ce soir, dans cette table ronde, justement en essayant de ne pas partir, de ne pas prendre comme point de départ une séparation entre humains et autres êtres vivants, mais en partant de ce que nous avons en commun. Il y aurait plein de points d'entrée dans ce sujet, mais peut-être un point d'entrée intéressant, celui que nous avons choisi, c'est celui du paysage et de la peinture de paysage, parce que la peinture de paysage, l'histoire de cette peinture, raconte notre histoire des relations au monde vivant. D'abord, ça raconte cet héritage bizarre de nature, puisque la peinture de paysage, même si c'est le genre qui est censé mettre à l'honneur le monde vivant, jusqu'à très tardivement, notamment dans la peinture italienne et française, jusqu'à la fin du XVIIIe, le monde vivant n'a que le statut de décor pour des scènes humaines représentées. Et en effet, il y a cette formule que je trouve très parlante de l'abbé Dubos qui dit « la nature ne nous entretient pas ». La nature ne peut pas faire sujet, elle ne peut pas faire histoire. Mais, et c'est là dont on va partir aujourd'hui, la trajectoire de l'histoire de la peinture de paysage raconte aussi autre chose. Il y a eu des artistes sur lesquels a travaillé Pierre Watt et qu'incarne Fabrice Hibert, qui ont tenté justement de subvertir, de réinventer ces relations au monde vivant, de se ressaisir du monde vivant autrement. Et justement, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est comment on peut arriver à donner à voir, à faire ressentir le monde vivant autrement que comme un décor, autrement que comme dépourvu de signification, autrement que comme séparé, extérieur, distant aux humains et à leur histoire. Donc avec nous ce soir pour traiter de ces enjeux, j'ai ici à ma gauche Pierre Watt, qui est historien d'art et professeur à l'Université de Paris 1, qui est spécialiste du mouvement romantique. Il a écrit énormément d'ouvrages, j'en cite ici quelques-uns, des monographies sur Constable et Turner, Naissance de l'art romantique et plus récemment, paru en 2017, Pérégrination, paysage entre nature et histoire. Et nous avons la grande chance d'avoir ce soir avec nous Fabrice Hibert, qui est artiste, qui est une figure majeure de l'art contemporain, qui est parfaitement imprésentable, c'est pour ça qu'on s'est tous refilé le bébé, parce que voilà, parce que son œuvre est extrêmement riche, diverse, à partir d'une infinité de médiums, et donc je ne vais pas entièrement me risquer à essayer de résumer son œuvre ici en une minute, mais ce qui est particulièrement passionnant dans son travail, c'est à l'aune de ce dont on essaye de traiter ce soir,
c'est la place privilégiée que tient le vivant dans son travail sous des formes extrêmement différentes. Ça peut être à travers l'invention de paysages biographiques qui ont été récemment exposés à la Fondation Cartier notamment, à travers le fait de semer plus de 70 000 arbres en Vendée et bien d'autres choses en Vendée, et aussi à travers des collaborations scientifiques avec des biologistes, notamment par exemple récemment avec l'Institut Pasteur autour du projet Organoïdes. Et donc j'aimerais commencer cette conversation par vous poser une question, Fabrice Hibert. Je suis très intriguée, bonsoir. Bonsoir. Je suis très intriguée par ce qu'il se passe dans la vallée, ce qu'il se passe en Vendée. Parce qu'il me semble que ce que vous y créez là-bas, je dis bien créer parce que si j'ai bien compris, c'est pas du tout décorrélé ou c'est pas à part ou en dehors de votre œuvre. Parce que j'ai l'impression que justement, vous êtes en train de réinventer un rapport au monde vivant qui justement sort de ce rapport au monde vivant comme décor et que ça passe par une nouvelle manière d'habiter. Est-ce que vous pouvez nous en dire Alors, plus je là-dessus? vais essayer de vous en parler un petit peu. Merci de me poser cette question-là, parce qu'en fait, la Vendée, je suis né là-bas, en fait, il y a quelques années maintenant. Et en fait, cette vallée, mes parents étaient agriculteurs. J'ai vécu dans dans ce sud Vendée avec une agriculture qui, de petit à petit, devenait de plus en plus industrielle. Et mes parents levaient des moutons. Mon père avait sélectionné une nouvelle race de moutons, enfin valorisé une race de moutons qui s'appelle le mouton vendéen dans les années 60. Enfin, c'est un mouton qui est très rustique, qui était adapté au paysage avec l'humidité et tout ça, et qui se développe très très bien là-bas. Et petit à petit, autour de cette vallée, je me suis aperçu qu'il y avait une agriculture qui devenait de plus en plus intensive avec des produits, des pesticides et tout ça, qui détruisaient beaucoup le paysage. Et pour gagner un peu d'argent l'été, je faisais je faisais un petit job l'été qui était de castrer les maïs. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est des maïs, des champs de maïs entiers comme ça, et qui sont séparés en mâles et femelles, et on castrait les femelles. C'est très drôle. Et donc, il fallait enlever les fleurs des trucs, et on passait dans les rangs de maïs comme ça. On ne pouvait pas manger le maïs, parce que le maïs n'était pas mangeable. C'était un maïs qui servait pour les animaux et tout ça. Et surtout, les paysages, le terrain était complètement sec, détruit par les pesticides. Tout ça, il y avait des drogues en permanence qui alimentaient ces maïs. Et donc, pour protéger ma famille, j'ai décidé d'acheter le paysage, ce que je pouvais acheter, c'est-à-dire que les terrains autour de la maison de mes parents, et j'ai décidé peu à peu de protéger ma famille en créant une forêt, donc en réalimentant le paysage de vies diverses. Et petit à petit, au lieu de créer une forêt, un image et tout ça, mais j'ai voulu absolument me nourrir du paysage. Donc j'ai imaginé semer des graines des arbres. D'habitude, on plante des arbres. Vous savez, on a des arbres, on achète des arbres et on les plante, tout ça. Et en fait, j'ai à peu près une centaine d'hectares. Donc, il fallait que je trouve des graines d'arbres. Et petit à petit, je me suis aperçu que trouver des graines d'arbres, c'est pas évident. On n'en trouve pas du tout. Et en fait, j'ai réussi par plein de subterfuges d'avoir des kilos de graines, des choses comme ça. Et j'ai semé des graines dans ce paysage de façon assez systématique. Et j'ai mélangé beaucoup de graines. J'ai imaginé, juste avec mon père, que la multiplicité des plantes pouvait aussi donner une sorte de rythme différent. Et puis en plus, en voyageant dans beaucoup de pays, je me suis aperçu qu'il y avait toutes les forêts qui étaient avec un seul arbre devenait complètement hystérique et c'était problématique. Donc j'ai imaginé une forêt comme ça. Et on l'a laissé vivre pendant une dizaine d'années. Et petit à petit, des chemins se sont créés dans cette vallée, dans cette forêt. Et cette forêt, elle s'auto-régule très facilement, sans problème. Et petit à petit, en fait, c'est un lieu d'expérience extraordinaire qui me permet aussi, en fait, en regardant ça de façon simplement, puis on n'est pas obligé d'être là tous les jours parce qu'elle vit toute seule. Et en fait, en allant voir, eh ben, on aperçoit, on peut imaginer l'histoire de tout ce qu'on voit autour de nous, même dans la ville, dans juste un paysage dans la Vendée. Voilà. Donc c'est le début de quelque chose. Bon, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais je pense que un des éléments essentiels, c'était l'idée de protéger, de réalimenter le paysage, en fait, avec une chose qu'on puisse se nourrir. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse.
Pierre Watt, vous avez, dans votre livre Pérégrination, vous avez fait appel à une œuvre de Fabrice Hibert qui, pour vous, était importante dans le propos que vous vouliez porter sur le paysage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui a motivé votre intérêt pour cette œuvre de Fabrice qui, normalement, qui est là? Alors, je crois que j'ai une action sur ça, normalement. Formidable. Elle est à la fin. Oui, ah voilà, c'est là. Ah mince. Est-ce qu'on peut revenir juste à l'image en arrière? Je peux le faire moi? Ah voilà, magnifique. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé votre intérêt pour cette œuvre de Une autre Fabrice? vallée, manifestement. Oui. Bonsoir, d'abord. Oui, ravi parce que en vous écoutant parler, je ne connaissais pas ce projet sur la vallée. Je me disais, ben voilà, le paysage, c'est exactement ce que vous racontez. C'est-à-dire que le paysage, contrairement à une espèce d'idée un peu rapide, le paysage, c'est pas la nature. Je suis pas très bien sûr de savoir ce que c'est que la nature. Mais en tout cas, je suis sûr que le paysage, c'est pas de la nature. Le paysage, c'est une relation de l'homme au monde. C'est pour ça que mon sous-titre, c'est Paysage entre nature et histoire, parce que pour moi, le paysage, c'est la nature affectée par l'homme ou la nature éprouvée par l'homme. C'est une mise en relation. Donc, qu'est-ce que fait Fabrice Hibert en Vendée? Il fait du paysage. Très exactement, ce que vous faites, c'est faire du paysage. C'est-à-dire que vous intervenez dans un lieu à partir de composantes qui sont finalement le paysage, c'est la rencontre entre deux formes de vivant, le vivant végétal, on va dire très rapidement, et le vivant humain. Et vous mettez les choses en relation, et vous avez cette expression qui est très belle, vous dites c'est pour protéger ma famille. C'est-à-dire qu'on voit toute la dimension d'abri et la dimension en même temps de remémoration. C'est-à-dire qu'on voit que le paysage, c'est complètement lié avec l'histoire humaine, c'est complètement lié avec la question de la mémoire, et c'est tout à fait intéressant cette idée de replanter, de réensemencer comme un geste de protection. Ça ne va pas de soi, c'est pas du tout évident. Moi, effectivement, je ne m'y attendais pas à parler de votre travail un jour dans un de mes travaux, d'autant plus que ça fait 30 ans que je travaille pas très loin d'un de mes camarades qui est là, qui normalement est la personne qui parle de votre travail, Pascal Rousseau, ici présent. Mon livre sur le paysage, c'est un livre sur le rapport entre paysage et histoire. Et c'est imposé l'évidence, mais je pense que c'est Pascal qui m'y a aidé, de m'occuper précisément de cette œuvre-là. Oui. Cette œuvre-là, vous en parlerez mieux que moi, mais juste quelques éléments qui font que pour moi, ça rentrait dans un livre sur le paysage. Vous n'êtes pas peintre de paysage, je ne crois pas. Mais en même temps, la question du paysage vous concerne. Qu'est-ce que cette œuvre fait là-dedans? Si le paysage, c'est la nature éprouvée par l'homme, il m'est apparu que notamment dans la version contemporaine, le paysage devenait une sorte de forme idéale pour les êtres humains qui aujourd'hui veulent évoquer l'histoire humaine sous une forme qui ne soit pas la forme classique monumentale, mais que le paysage offre une forme nouvelle qui serait plutôt une forme contre-monumentale ou une forme anti-monumentale. Quand vous dites que la vallée, c'est une sorte d'abri mémoriel pour votre famille, c'est une sorte d'anti-monument personnel, anti-spectaculaire. Et là, donc Pascal attire mon attention sur l'artère, le jardin des dessins, qui est une œuvre qui était une commande du SIDAction, hein, vous dites que je me trompe, qui est à la Villette, et qui est absolument passionnante pour moi, parce que pour moi, c'est exactement ma définition justement du paysage, pas parce qu'il y a des arbres, c'est pas ça le sujet, c'est que c'est une œuvre qui est horizontale. Alors, on ne le voit pas vraiment dans la photographie, mais elle a une forme qui reprend dans ses bords la forme du ruban rouge, si je ne me trompe pas. Mais vous utilisez le terme de jardin, qui appartient au registre de la nature travaillée par l'homme, et c'est cette idée, comme cette horizontale, qu'en fait on ne peut l'éprouver qu'en le parcourant, mieux encore, on ne peut l'éprouver qu'en marchant dessus. Donc on n'est pas devant le paysage, c'est pour moi une exception contemporaine vraiment de la relation au paysage, on n'est pas devant le paysage, on est dans le paysage, on n'est pas devant la vallée, on est dans la vallée. Et parcourant, donc éprouvant corporellement le lieu, on a une expérience, mais qui n'est pas une expérience de regard complet, c'est-à-dire qu'on est dans l'incomplétude en permanence, mais qui est une expérience tout le temps
partielle. Donc, Bien sûr. une expérience totalement singulière. Alors, je n'ai pas le titre en tête d'une autre œuvre que vous avez faite récemment, mais vous allez nous le dire, mais vous avez fait pour l'Institut Pasteur, si j'ose dire, une version verticale. Voilà, hein, absolument, ouais. voilà, C'est et sur lequel on a absolument la même question de la absolument la même chose, déambulation la et même de la chose. parcellisation Ouais. du regard. Ouais. En fait, cette œuvre ici, en fait, au départ, c'était l'idée de faire un monument aux morts pour les victimes du SIDA. Et quand on m'a consulté pour parler d'un projet là-dessus, j'ai proposé de faire un monument, un lieu, et non pas un monument, un lieu sur tout ce qui s'est, où je pouvais raconter l'histoire de tout ce qui s'est passé depuis l'apparition du virus publiquement. Et donc, et en fait, j'ai imaginé, d'habitude, les monuments, c'est des choses, des copies de l'atelier qu'on présente dans le public, dans un espace public, qui sont faits par des ateliers. Et là, au lieu de faire ça, j'ai proposé de faire mais 10 000 dessins, moi-même, dessiner, de fondre du verre sur de la terre et de le donner à détruire par la personne qui marche. Et en fait, cette histoire de l'action contre le sida, en fait, devient un paysage, un chemin dans lequel on se promène, en fait. Et en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas le voir. C'est pas un monument, c'est pas un endroit à selfie, quoi. C'est un endroit vraiment à déambuler, et ça, petit à petit, ça devient un lieu de rencontre, en fait, un lieu où les gens se rencontrent. Et c'est marrant, quand il y avait l'histoire de Pokémon, je ne sais pas si vous voyez, eh ben, c'était le plus grand lieu en Europe où il y avait des Pokémon qui apparaissaient. Il y avait 5 Pokémon Stop, c'était drôle. Et puis, et en fait, l'autre lieu à Sangène, qui s'appelle Sangène à l'Institut Pasteur, en fait, c'est un lieu c'est un mur entier qui est en porcelaine peinte et où je raconte, enfin, j'ai pris l'histoire des plaques de porcelaine, des paillasses de porcelaine sur lesquelles les chercheurs, quelquefois, me prennent des notes et en fait, je l'ai mis en hauteur sur 5 étages et en fait, impossible de le voir en entier. Voilà. On est obligé de le voir par étage ou sur 2 étages, mais il n'y a aucune vue d'ensemble. Et ça, en fait, je pense que c'est très. Je pense qu'on est dans un moment justement où une œuvre doit montrer aussi cette impossibilité à voir le monde dans son entier. Il y a une œuvre qui pourrait être similaire à ça, en fait, qui est assez emblématique. C'était quand j'ai fait le ballon carré. Vous savez cet objet, le ballon carré, oui. voilà, où j'avais fait pour la Coupe du monde de football en 98. Et c'était un ballon carré, justement, absolument pas du tout naturel, ou justement complètement anti-jeu. Et en fait, petit à petit, en posant ce ballon carré dans les expositions, on a inventé un jeu. Et le jeu, c'est un stade s'est mis en place. Et le stade, c'est pas normalement le stade se passe comme ça. On est assis, on voit le paysage, le monde au milieu. Et là, en fait, le stade est autour du monde, qui est en pyramide au milieu. Et là, quand le jeu se passe dans un coin, à l'autre coin, on ne voit rien du tout. Donc, on est obligé de s'informer en permanence. Donc, on ne voit jamais ce qui se passe entièrement. Et ça, je pense que c'est une idée du paysage qui. Voilà. Oui, peut-être rajouter une chose Voilà. d'historien de l'art dans cette affaire. Oui. Ça qui est intéressant, c'est que quand je disais conception contemporaine du paysage, parce que autrefois, l'idée du paysage, il faut le rappeler que c'était tout à fait l'inverse de ça. C'était l'idée du paysage, c'est l'idée d'une domination de l'homme sur la nature. Oui. C'est-à-dire qu'un paysage doit être représenté de manière à ce que les différents plans soient clairement étagés et pour que l'homme qui le regarde ait le sentiment que ce qu'il voit, il peut le parcourir, que ce qu'il parcourt, il peut le dominer et que ce qu'il voit et ce qu'il parcourt, il peut le comprendre. Voilà. Donc, ce que vous venez de définir, c'est terme à terme la mise à mal de tout ça. Absolument. Oui, c'est effectivement construire des situations dans lesquelles le monde vivant se soustrait au regard, n'est pas offert au regard humain, et où du coup il y a une démarche à faire. Est-ce que c'est de quel ordre est cette démarche? Est-ce que c'est une certaine forme d'attention? Est-ce que c'est une attitude? Comment vous... Je pense on fait partie du monde, donc je sais pas, c'est pas, d'où ça vient ça? Ça vient des questionnements. Justement, quand je parlais de l'histoire des maïs dans lesquels on se promenait, tout ça, de la pollution, en fait, moi j'étais pris dans ça. En fait, il y avait toute cette pollution qui était là présente, et petit à petit, j'étais pris dans ce paysage. Je me suis dit, bon, maintenant, ma seule possibilité, c'est de mettre des objets, de créer des objets qui vont permettre que ce paysage devienne le nôtre. Voilà. Donc voilà, c'était ça l'idée. Alors, moi, je suis très animée par une question. Parce que tout à l'heure, on vient de parler du fait que le paysage puisse raconter des histoires humaines. Donc, ce qui est une certaine manière de ne plus le placer dans une extériorité par rapport à nous.
Ma question, ce serait, est-ce que le paysage aussi, est-ce qu'on peut s'y rendre sensible? Il raconte des histoires propres au vivant qu'on n'a pas l'habitude de percevoir, d'entendre. Ou est-ce que le paysage, on ne peut aborder le paysage que comme quelque chose qui renvoie à l'humain, renvoie à nous? Ou est-ce qu'on peut arriver par des œuvres à faire des déplacements qui justement nous permettent de percevoir le paysage comme étant habité par des histoires des vivants eux-mêmes? Je ne sais pas trop. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Comme vous voulez. Je vais répondre indirectement. Bien sûr. Je suis aussi embarrassé que Fabrice Hibert, donc je vais répondre aussi indirectement. Il me semble, et là encore ça rattache la question du paysage au travail de Fabrice Hibert, que le paysage, ce qui est intéressant, c'est une question de choses montrées et de choses cachées. C'est une question de choses d'au-dessus et d'en dessous. Et que ce que j'appellerais une conscience paysagère au 19e et au 20e siècle, c'est la conscience que quand on regarde ce qu'on appelle le paysage et l'étendue, quand on regarde ce qu'on appelle le sol par exemple, il y a de l'en-dessous. Parce qu'on a inventé la géologie au 18e siècle, parce qu'on a développé l'archéologie, et que dans le fond, on sait que marcher vers quelque chose, c'est aussi marcher sur quelque chose. Cette conscience de l'en-dessous. Donc, ça incite à développer sur le paysage un regard, moi j'appelle ça regard stratigraphique, qui est une sorte de regard feuilleté, dans lequel il y a les choses révélées et les choses cachées, et la conscience des choses cachées, et parfois la résurgence des choses cachées, qui finissent par se révéler. Il me semble que ce vocabulaire, je dirais si je me trompe, peut contribuer à dire quelque chose de votre travail, à la fois sur la question structurelle et évidente, enfin, parce que beaucoup travaillent sur la question du rhizome, et aussi parce que vous travaillez tout le temps sur la question de l'en-dessous et de l'au-dessus. Quand vous appelez votre œuvre l'artère, donc la métaphore du système veineux qu'on retrouve si on va au Jardin du Luxembourg, dans le monument contre l'esclavage, où les chaînes sont ouvertes, fendues en deux, et on voit un réseau veineux, c'est-à-dire le vivant à l'intérieur du mort, voilà, qui vient revivifier et rompre et redynamiser. C'est pas tout à fait une réponse à votre question, mais il me semble que ce feuilletage a quelque chose à voir avec votre question. Et il me semble que ce que vous disiez sur le fait que vous fassiez vous-même des dessins et qui finissent par s'effacer par l'intervention du public, ça répond à la question. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'appropriation est une question absolument fondamentale, l'appropriation par le public qui vient marcher, et qui vient donc laisser sa trace supplémentaire, donc raconter une histoire qui n'est pas celle que vous aviez prévue. En fait, je pense que les œuvres, elles sont... dès ma première œuvre, en fait, j'ai imaginé qu'elles soient vivantes ou qu'elles disparaissent. Là, c'est marrant, tout à l'heure, quand j'ai vu le carré rouge de Gloria, et ça m'a rappelé mon premier tableau qui était le mètre carré de rouge à lèvres. Le carré de rouge à lèvres. Voilà, et en fait, le mètre carré de rouge à lèvres, quand j'ai fait ce tableau, c'est vraiment mon tout premier tableau. J'avais 19 ans, et j'ai couvert de 1 mètre carré de rouge à lèvres, parce que je trouvais que c'était un truc, quelque chose qui n'allait pas, enfin, c'était inadmissible presque, même impossible. Et puis après, ça m'a ouvert plein de possibilités sur l'idée d'entreprise, le produit, tout ça, mais surtout, ça fait un tableau qui détruit, qui ne cesse jamais, qui n'en finit pas, les choses, et qui est presque immontrable ou indéfinissable, et puis il faut toujours réactiver. Et ça, c'était assez drôle. Et puis après, les deuxièmes travaux que j'ai fait en même temps, j'ai dessiné la Lune, c'était d'ailleurs dans la vallée, sous un grand chêne de 300 ans. Et il n'était pas vieux, mais enfin quand même 300 ans, qui avait été planté juste avant la Révolution par un monsieur. Il a été vendu sur pied plein de fois, et à chaque fois qu'il a été vendu, le propriétaire mourait. Donc l'arbre est toujours là. Et puis sous cet arbre, en 81, j'avais dessiné la Lune toute la nuit, et j'avais fait des centaines de dessins au fusain, au bois brûlé que j'avais brûlé du chêne qui était tombé, enfin bon, et qui a permis de faire 150 dessins qui sont immontrables. C'est impossible à montrer ces dessins-là. Donc il faut trouver des systèmes après pour montrer les choses, et c'est ce que je recherche. Enfin, maintenant, c'est peut-être pour ça que mon travail était impossible à montrer dans l'ensemble. D'ailleurs, on cherche des moyens pour le montrer, n'est-ce pas, Pascal? Et en fait, cette impossibilité de le montrer en ensemble est inhérente même à la fabrication des œuvres. En fait. J'aimerais bien qu'on parle d'une autre de vos œuvres qui normalement est sur le PowerPoint, qui est paysage biographique. Oui. J'aurais aimé savoir. Ah voilà, voilà. Paysage biographique. Voilà, il y a plusieurs vues. Voilà, peut-être qu'on peut agrandir si jamais c'est possible. Voilà. Super, merci.
Alors, Oui. j'en parle tout de suite. Ah bah, avec Alors, le plaisir. paysage graphique, c'est le grand tableau qui est là, très long, au fond, qui fait 7 mètres de long, qui est en fait 7 mètres de long, voilà. Et en fait, l'idée, c'était de faire, d'imaginer que ma vie correspond à un paysage. Et je ne savais pas, comment le faire à ce moment-là. Voilà, je commençais, donc j'ai pris un grand tableau blanc, plus haut que moi. Et très vite, je me suis dit, bon, je vais, donc il faisait 3 mètres de haut celui-là, et j'ai imaginé que je ne pouvais pas peindre au-dessus de ma main. Donc le bleu du ciel, ça correspond à la hauteur de mes mains quand je peins. Voilà, pas plus. Et en fait, alors je me suis dit, est-ce que je vais me décider en arbre ou en paysage ou en ligne d'horizon ou en eau, je ne savais pas très bien. Donc j'ai commencé à écrire les œuvres les plus importantes de ma vie. Donc, le mode carré de rouge à lèvres, par exemple, le plus gros savant du monde, l'homme de Bessine, ces choses-là. Et en fait, je les ai placées comme ça, comme des inscriptions dans un ciel ou dans un espace, mais dans un paysage. Et je me suis très vite fait en arbre. L'arbre rouge, c'est moi, en fait. C'est un arbre sanguinolent, comme ça, et qui fait un paysage qui se met en pointillé par la fin. Et en fait, tout le paysage autour devient le paysage de ma vie avec une sorte de flot vert comme ça qui monte, qui monte, qui monte. Et puis à un moment donné, il se brise, il y a plein de choses qui se font. Puis après, les alluvions, le compost qui est mis en place par toutes les œuvres est complètement retransformé. Il y a des archives qui se mettent en place et tout ça. Et en fait, ça devient. Puis à la fin, cet objet qui apparaît, qui est rouge avec un rond, en fait, c'est l'idée d'un point de non-retour. J'aimerais bien pouvoir dessiner le point de non-retour. Voilà. Donc c'est un paysage et je trouve que cette forme apparaît qui est très intéressante. Enfin, je n'arrête pas de ne jamais l'épuiser. Oui, moi, ça me fait tout de suite penser au romantisme, mais peut-être que... et à ce jeu de correspondance, justement, qu'établissent les romantiques entre la nature et l'homme et l'histoire humaine. Donc vous allez sortir d'ici en peintre romantique de paysage, hein, Voilà. c'est pas le problème de parler avec moi. Euh, Est-ce qu'il existe un paysage qui ne soit pas un paysage biographique, d'abord? Oui. Puisque dans le fond, pour moi, le paysage, précisément c'est ça. C'est quand vous parlez de la question de l'appropriation, je cite de mémoire incorrectement, mais il y a un très beau texte assez incroyable de Georgia O'Keeffe qui peint pendant des années la même montagne au Nouveau-Mexique, qui est une montagne qui ressemble beaucoup, beaucoup à la Sainte-Victoire. Et elle dit cette phrase, je cite de mémoire très mal, elle dit je l'ai tellement peinte que Dieu m'a dit que si je continuais à m'appliquer comme ça, il finirait par me la donner. C'est une phrase extrêmement étonnante. C'est-à-dire que l'idée qu'on finit par vous donner le paysage. Et alors vous, c'est l'autre chose qui est très intéressante, c'est quand vous dites je suis l'échelle du paysage. Voilà, oui. C'est tout à fait intéressant. Ouais. C'est tout à fait incorrect. Ouais. On n'est pas l'échelle on est le paysage dans l'idée qu'on s'en fait comme ça traditionnelle, l'homme dans le monde, alors qu'en fait non. Vous, ce que vous dites très clairement, c'est moi qui suis l'échelle du paysage et le des paysages. Comme disait Schelling, le paysage n'existe que dans l'œil du regardeur. Le paysage est une projection de moi dans une forme de tridimensionnalité bien sûr. Et une affirmation de moi. Ouais. Donc il y a vraiment la question territoriale à laquelle on revient, la question de l'arpentage du monde. Pas seulement, il y a aussi l'idée du point de vue de là où je suis en fait. Parce que je peux être là, mais je peux être ailleurs. Je suis dedans, je suis à l'extérieur. C'est ça en fait, dans ce paysage biographique, je suis à l'intérieur, je fais le paysage, mais je suis à l'intérieur aussi. Je suis à l'extérieur, à l'intérieur en permanence. C'est très relatif en fait. Oui, puisqu'on est dans ce jeu, ce que vous disiez sur les histoires cachées et visibles, une manière d'être partout, c'est-à-dire aussi d'être invisible. Je vais juste rebondir quand vous disiez que votre première œuvre, c'était le mètre carré de rouge à lèvres. Mais en vous écoutant, je pense que votre première œuvre, c'est la castration du maïs. Oui. Voilà. Ça doit être ça. Je pense qu'on peut en venir aux questions, s'il y en a. Un SMS. Un nouvel SMS qui nous est parvenu. La question est la suivante. Est-ce que les nouveaux enjeux relatifs à l'anthropocène aujourd'hui changent le rapport qu'ont les artistes à la représentation du paysage? Est-ce que, déjà pour vous peut-être
Non, mais le concept d'anthropocène, c'est déjà une chose qu'on a déjà digérée en fait quand on est artiste. En fait, on le fait naturellement. C'est naturel parce que c'est une attitude. Le concept d'anthropocène, c'est une chose qui est extérieure. Et en fait, quand on travaille et quand on transforme le monde, et, ben, en fait, on est déjà là-dedans. En fait, on le fabrique déjà. Donc, je pense que c'est une notion qui est inhérente en fait à la façon de travailler. Parce que comme on est avec le monde, en fait, quand on est un artiste vivant, on travaille avec les choses qui nous entourent. Donc forcément, on n'est pas du tout, on n'est pas dans dans le littéral, on est dans l'action en fait. On est toujours dans l'action. Donc je pense que c'est c'est pas à moi de le dire en fait, ça, à la limite, n'est-ce pas, monsieur? Si vous voulez. Moi, je pense que le concept d'anthropocène a déjà changé quelque chose. Dans ce que vous dites, consciemment, inconsciemment, a déjà changé quelque chose, puisque ce que ça a changé globalement, c'est quand même euh, jusqu'à l'anthropocène, si j'ose dire, Oui. jusqu'à ce qu'on prenne conscience de Oui, l'anthropocène, c'est parce ça, que ouais. l'anthropocène C'est une a conscience. commencé, nous n'étions pas encore là, manifestement, Oui. mais le paysage, c'est ce qui venait après l'histoire, c'est-à-dire que le paysage, c'était cette espèce de pulsion à la fois Mm. tragique et formidable qui est que la nature finit toujours par tout recouvrir. Hein, sur les ruines des civilisations antiques, il y a de l'herbe qui finit toujours par pousser. Oui. L'anthropocène, c'est le jour où l'herbe ne pousse plus. C'est le jour où il n'y aura même plus ce recouvrement. C'est-à-dire, c'est le jour où finalement, la fin de l'histoire, c'est la fin du paysage, d'une certaine manière. Mais je pense que c'est déjà Thomas Schlesser qui était là tout à l'heure, en parlerait mieux que nous, puisqu'il a consacré un livre à cette question. Mais c'est une actualité, comme vous dites. Oui. Mais je pense C'est là. il y a il y a un autre type d'herbe qui poussera de toute façon au-delà. Oui, et puis, je pense, si on prolonge, je pense qu'il y a aussi des travaux d'artistes qui travaillent avec et contre ça. Par exemple, euh, une grande partie de votre travail et, par exemple, tout le travail que vous faites avec l'Institut Pasteur autour de la question de l'organoïde, ce Oui. que vous avez fait quand vous faites le contraire d'un monument aux morts, mais d'une sorte de monument Mm. vif, peut-être pas C'est ovif, déjà mais vif, intégré. C'est déjà c'est déjà intégré. une manière Bah, bien d'intégrer sûr. cette Bah, question-là, bien sûr, y c'est ce que compris je par la disais, ouais. céramique, parce qu'on est dans la Ouais. question de Voilà, la stérilité et en même temps la question de la fécondité voilà, avec les traces de pas. Donc absolument. c'est à l'œuvre, Absolument. c'est C'est inhérent. c'est dedans. Ouais. Une autre? Euh, Toujours par SMS, par une personne donc présente dans la salle ou un de nos internautes. Quelle relation entre paysage et milieu dans le sens de Excull, qui doit être un biologiste? Je vous la redis. Quelle relation entre paysage et milieu? Ensuite, la personne précise dans le sens de Excull, qui est un biologiste allemand, j'ai vérifié. Et la personne précise ensuite, donc là c'est plus une remarque, les vivants habitent différents milieux qui se trouvent séparés et rassemblés au même temps. On va devoir faire de l'interprétation de cette question, peut-être. Est-ce que milieu, je me permets de décaler un petit peu la question. Est-ce que le terme de milieu, c'est un terme avec lequel vous travaillez pour penser votre rapport à la nature? Biotope, oui. Oui. On avance au milieu. Les lieux, oui, les lieux, Mhm. les possibilités. En fait, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est d'amener dans les lieux, justement, Mhm. et, des choses qui sont inattendues et qui permettent de faire vivre le lieu, en fait. Et puis, les œuvres d'art, c'est génial pour ça, parce que dès qu'on met une œuvre d'art quelque part, ça transforme le monde, en fait. Et puis, moi, je me souviens en fait, le principal des choses, c'est de de faire les choses, de réaliser les choses. Dès qu'on les réalise, hop, ça transforme les choses. Voilà, c'est ça, c'est la vie, en fait. C'est ça. C'est la vie. Voilà, Et c'est c'est la la vie. fin de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci.